dès qu'on mettait la tierce, là on disait ça c'est trop sensuel, ça c'est un petit peu la musique du diable. Vous avez senti comme c'est sensuel ça? Oui, ça c'est interdit. Hein. Donc, du début, ce sont les religieux qui ont commencé à inventer la gamme, 11e siècle, inventer la portée, plutôt la notation musicale, parce qu'ils se sont dit, on va quand même mettre un peu d'ordre dans ce bazar, parce que cette musique, elle nous envoie elle nous fait faire des trucs un petit peu bizarres, un petit peu chelous. Donc, il y a toujours eu cette dichotomie entre la musique de Dieu et la musique du diable. Les Grecs étaient plus sympas, ils disaient, il y a la musique d'Apollon qui vous élève vers la spiritualité, la musique de Dionysos qui vous élève, qui vous ramène vers l'esprit grégaire et l'esprit festif. Aujourd'hui, on peut dire que ces deux musiques sont tout le temps là. Sans faire l'opposition de ces deux musiques-là, l'énergie, je dirais, sexuelle est aussi à la base de la musique. Et ça, c'est important que j'en parle parce que la musique ou l'acte de la création, c'est du désir transformé en musique. Les grandes figures de compositeurs avaient tous des muses. La muse, c'est la figure inspiratrice. C'est une figure apollinienne. Le problème de la muse, c'est qu'à un moment, elle se transforme en sirène, et là, il faut s'attacher très fort au mât du bateau pour ne pas plonger dans les flots de la libido. Bon, l'eau, c'est le symbole de la libido. Jésus-Christ qui marche sur l'eau, c'est de nous dire, elle est là, je la maîtrise, moi, ma libido. Donc, voilà que la musique, c'est quoi? C'est des mathématiques, c'est de la religion, donc c'est de la spiritualité, et c'est de l'érotisme. Et ça, c'est très important, parce que enlever cette dimension-là à la musique, c'est pas que je suis un sexopathe, mais c'est de dire que cette chose est physique. Ça vous fait des vibrations, ça vous fait des sensations. Je vous conseille un livre qui s'appelle La musique et l'ineffable, il est de Jean Kelevitch, et dans lequel il dit les philosophes se méfiaient de la musique, parce que la musique, elle amollit les hommes, elle les met. Celui qui écoute de la musique est sous l'emprise de celui qui joue. Donc il y a quelqu'un qui va charmer l'autre. Et cette notion de charme est consubstantielle à la musique. La musique, c'est donc des mathématiques, c'est donc de la spiritualité, c'est donc du charme. Mais maintenant qu'on a cette gamme do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, qui encore une fois est naturelle puisqu'elle vient de fréquences qui ont été divisées, on se retrouve avec un tout petit paradoxe, c'est que cette gamme est divisée par des tons, et puis là, tout d'un coup, il y a un demi-ton entre le mi et le fa, à nouveau un ton, et encore un demi-ton. Ces deux demi-tons vont créer le déséquilibre. C'est pour ça qu'on appelle notre gamme diatonique, parce qu'il y a deux demi-tons qui se baladent et qui mettent le dawa. S'il n'y avait que des tons entre la gamme, elle sonnerait comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que cette gamme, finalement, elle ne dit pas grand-chose, elle se balade comme ça entre deux états. Ce qui fait la beauté de notre gamme, encore une fois, c'est ces demi-tons qui vont créer un déséquilibre. La musique, elle est faite de déséquilibres, de chutes qui vont être rattrapées. Le déséquilibre des deux notes sensibles, c'est le fa et le si. Et le si, il n'est qu'à un demi-ton du do, le fa, il n'est qu'à un demi-ton du mi. Donc, quand je résous, là, j'ai une sensation d'apaisement. Vous avez vu, ça, c'est la tension. Et là, je suis apaisé. Bach, avant de s'endormir, ces gamins étaient obligés de jouer du clavecin parce qu'il n'y avait pas la radio à son époque. Et un jour, c'est Descartes, Philippe Emmanuel qui s'y collait. Tout d'un coup, il entend papa qui ronfle. Tout content, il se bat. Sauf qu'il est tombé sur un accord de sol septième. Le vieux Bach, ça l'a réveillé. Il a été au clavecin. Il a résolu, il a pu aller se rendormir. Cette idée de résolution, elle est capitale dans l'histoire de la musique. Des tensions qui se résolvent ou pas. Wagner a inventé la cadence qui ne se résolvait pas. C'est-à-dire sans fin. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais pu conclure avec la femme qu'il aimait. Mais je vous jure que c'est la vérité. Donc il s'est dit, finalement, l'amour chez moi, ça ne se conclura jamais. Et c'est comme ça que, dans le prélude de Tristan et Isolde, il invente cet accord qui jamais ne se finit. Et en faisant ça, il invente la musique de film. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on va parler des algorithmes que Jean-Sébastien connaissait parfaitement. Un jour qu'il est à la cour de Frédéric II, le roi de Prusse éclairé,
Frédéric Dessort sa flûte et il lui joue un thème, trop content de le montrer à Jean-Sébastien Bach. Voilà le thème. Bon, jusqu'ici ça va à peu près. Et puis là... Ça, c'est un chat qui marche sur un piano, on est d'accord. Jamais on fait une descente chromatique comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bach, super foutu. Majesté, comme ce thème est beau. Permettez-moi que je m'en empare. Et voilà ce qu'il en fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait Bach? Il a pris ce thème super pourri, le thème le plus pourri du monde, on est d'accord, il en a fait un chef-d'œuvre qu'il va appeler l'offrande musicale. C'est-à-dire qu'il a pris le thème et ensuite il le transpose à la 4. Et la fugue, ce n'est que ça. L'art de la fugue qu'a écrit Bach, en fait, c'est un traité d'improvisation. Et c'est quoi? Ce sont des algorithmes. C'est-à-dire, je prends une petite cellule de notes, la plus indigente, et puis tout d'un coup, je la transpose. Et puis je la mets à l'envers. C'est-à-dire que quand j'ai une mélodie qui monte, eh bien, je mets un miroir et j'ai la mélodie qui descend et je les joue en même temps. C'est-à-dire qu'on a un mouvement qui monte, un mouvement qui descend. Ici, on met un miroir, on met ça ici, on transpose, on brouille un petit peu, on fait du canon. Bref, il y a quelqu'un qui s'appelle Bizzi qui a écrit un livre sur le miroir caché dans la musique de Jean-Sébastien Bach. Et en fait, c'est le principe du kaléidoscope. Donc, l'intelligence artificielle, c'est Bach qui l'a créé, et la technologie, c'est Cro-Magnon qui l'a créé. Alors tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, mais c'est du bullshit à côté de ça, parce que ça fait en gros 200 000 ans qu'on fait ça. Alors maintenant, ça suffit, et les robots, ils ne nous auront jamais. Voilà.